est 7h. Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal. C'est le magazine Nos Nouvelles qui est chez vous. On est le mercredi 26 septembre 2018. Ici, Jean Dumagoudou. Dans le local, on va vous parler de la place de l'Espoir. On va revenir là-dessus. Ça a été inauguré le 21 septembre dernier à Montréal-Nord. Et le comité de soutien à la famille Villanueva continue de réclamer quand même une murale, malgré que ça fait consensus, l'initiative de la mairesse Christine Black. Vous allez écouter ça, à la fois avec Will Prosper, mais aussi avec René Chantal Bellinga, qui avait claqué la porte au caucus de Ensemble Montréal, le parti au pouvoir à l'arrondissement. Et on a posé la question aussi à Mme Bellinga, est-ce que ce geste symbolique fort, comme elle le dit, posé par Christine Black, lui permettrait de revenir au caucus? Vous aurez sa réponse. Et en Haïti, on parlera de Petro-Caribé, un autre premier ministre qui, justement, a fait une sortie hier en marge de l'Assemblée générale des Nations unies, Laurent Lamotte. S'est dit favorable à une enquête judiciaire autour de Petro-Caribé. Il a accordé une entrevue à Wendell Théodore de Radio Métropole, on va vous en parler. Et puis, on vous parlera également des transferts de la diaspora, 1,50 $, combien qui ont été amassés et combien qui restent dans les coffres de l'État. Mais le président de la commission éducation, parce que c'est de l'argent qui devait aller pour l'éducation des enfants, c'est ce qu'avait dit Michel Martelly en 2011. Le président de la commission d'éducation de la Chambre des députés dit qu'il ne comprend rien dans ce rapport-là et qu'il n'a aucune preuve que cet argent-là, versé à l'État haïtien, servait à l'éducation. On va vous parler de ça et de bien d'autres nouvelles côté haïtien. À tout de suite. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuf d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al fait affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, T. George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 2209 76 82. Ce reportage est une présentation de la Idealtel, l'unique solution pour effectuer les top-up de la Natcom. Pour devenir un agent de la Idealtel, appelez sans frais au 1-866-918-7622 ou idealtel.com. Moi,
dirais pas que la question est réglée parce qu'il faut comprendre que parfois, négocier, c'est renoncer aussi à certaines choses. Et nous, on voulait avoir une murale, c'est ce qui était demandé depuis le début. On voulait que le nom de ce lieu soit aussi le nom la place de Freddy. Je pense que c'est important de le marquer parce que Freddy, pour moi, c'est le symbole de tous les jeunes. C'est le symbole que ça peut arriver à tous les jeunes à Montréal-Nord. C'est le symbole aussi de beaucoup de problématiques, beaucoup d'enjeux criants à Montréal-Nord qu'on n'a pas adressés pendant pratiquement 10 ans. Et maintenant, on commence à mettre la main à la pâte. Il est un peu tard, mais j'espère que ça va prendre un autre 10 ans pour le faire. Mais je pense que quand on mentionne son nom, on sait que c'est ce que ça symbolise. Et ça symbolise qu'on doit travailler sur différents enjeux pour lutter contre la pauvreté, le profilage racial et d'autres choses auxquelles les citoyens, les jeunes particulièrement, font encore trop souvent face. Mhm. Voilà, ça c'est la voix de Will Prosper du comité de soutien à la famille Villanueva et également de Montréal-Nord République et qui milite depuis une dizaine d'années, comme vous le savez, dans le cadre de l'affaire de Freddy Villanueva, qui a été tué, on s'en souvient, en 2008 lors d'une intervention policière qui a mal tourné au parc Henri Bourassa. Et justement, le comité de soutien à la famille, depuis plusieurs années, réclamait une murale justement en arrière du centre communautaire qui est attenant au parc Henri Bourassa, centre communautaire de la maison communautaire de Montréal-Nord. Et la ville n'autorisait pas ça et la ville optait de préférence pour une place qu'elle appelle Place de l'Espoir. Et cette Place de l'Espoir a été inaugurée le 21 septembre dernier et la famille Villanueva était présente, les membres du comité de soutien, Montréal-Nord République, tout le monde, enfin tous ceux qui justement n'étaient pas trop d'accord avec l'idée était là et on a vu les images sur les réseaux sociaux et on croyait que c'était réglé et Intexto a voulu savoir mais c'est quoi l'état d'esprit un peu des gens maintenant, ceux qui réclamaient une murale, maintenant qu'il y a une place de l'espoir avec le nom de Freddy gravé dessus et surtout il y a une plaque avec le nom de Freddy gravé dessus et qui dans le texte sur la plaque, il y a une partie de ce qu'a dit le coroner Perrault qui se retrouve sur la plaque, à savoir que Freddy Villanueva ne méritait pas de mourir. L'on croyait que c'était réglé, mais vous venez de l'entendre, Will Prosper dit non, ce n'est pas tout à fait réglé parce qu'on réclamait une murale et la murale devrait aller beaucoup plus loin avec le visage de Freddy sur le mur et qui rappellerait aux générations futures ce qui s'était passé effectivement en 2008. Mais malgré tout, Will Prosper considère que c'est un petit pas nécessaire vers ce processus-là de deuil, de guérison et de rétablissement de la mémoire, dit-il, de Freddy Villanueva ou de l'image de Freddy Villanueva, c'est ce qu'il dit assez souvent. Il est plutôt assez content du geste de Christine Black, de cette ouverture, mais comme vous venez de l'entendre, il dit que ce n'est pas réglé. Écoutons-le. Mais pour nous, avoir son nom, c'est un petit pas. On s'entend, c'est un petit pas nécessaire. Je suis content que la plaque a repris un élément que nous, on jugeait essentiel, qui est celui, la déclaration du coroner Perrault qui mentionne que ce jeune ne méritait pas de mourir. Donc, Freddy Villanueva ne méritait pas de mourir. Et aussi l'ajout de Freddy, ce jeune, vit dans nos cœurs. Donc, pour nous, c'est les deux parties qui sont importantes sur cette plaque-là. C'est le début de quelque chose. On espère que ça va pouvoir aller plus loin à la hauteur de ce que ce jeune a représenté pour la communauté, les millions de dollars, les discussions qu'on a eues, puis tout le travail qu'on a fait pour effacer sa mémoire, c'est quand même pas rien. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui sont 18 ans, 26 ans, et il y a 10 ans de ça, ces gens-là avaient 8 ans. Ils avaient à peine 16 ans. Donc, c'est pas tout le monde qui est forcément au courant de qu'est-ce qui s'est produit à Montréal-Nord à cette époque-là. Et si ces jeunes-là étaient au courant de ce qui s'était produit à ce moment-là à Montréal-Nord, ben peut-être ils diraient, il faut prendre des moyens pour que ça change. Et peut-être ça aurait pu éviter la mort de Bonnie Jean-Pierre à Montréal-Nord il y a 2 ans de ça.
encore tué par la police. Voilà, Will Prosper. Ce qui est clair, c'est que la place de l'espoir fait consensus. Will Prosper est d'accord avec ça. Il a répondu oui, ça fait consensus, effectivement, la place de l'espoir, mais ce n'est pas réglé. Il réclame la murale malgré tout. Consensus autour de ça aussi avec René Chantal Bellinga, vous vous souvenez, qui avait claqué la porte au caucus de Ensemble Montréal, le parti au pouvoir à Montréal-Nord. Et justement, Mme Bellinga parle aujourd'hui, à propos de la place de l'espoir, d'un geste symbolique très fort. Elle a salué justement cette ouverture de la part de la mairesse, Christine Black, d'avoir pris cette décision-là qui fait consensus. Mais on lui a posé la question de savoir, mais est-ce que justement vous avez claqué la porte au caucus à cause de cette question-là, entre autres? Maintenant que c'est réglé, que vous êtes contente du geste de la mairesse Christine Black, est-ce que vous avez l'intention de revenir au caucus? Écoutons la réponse de Mme Bellinga. Je ne reviendrai pas sur ma décision. Voilà. Par contre, je tiens à saluer néanmoins l'ouverture et le dialogue dont a fait preuve la mairesse Black sur cet enjeu qui a permis effectivement la réalisation de cette plaque à la mémoire de Fradi. Madame Villanueva était présente, toute la communauté était présente, le comité de soutien à la famille, Monsieur Prosper et plusieurs autres activistes étaient présents. Donc, c'était la bonne décision et nous saluons son engagement dans cette direction-là. Voilà. Ça, c'est Mme Bellinga, justement, qui parlait de son intention de ne pas revenir sur sa décision. Autre personne qui trouvait que c'était une bonne chose, c'est Don Harley Fils-Aimé. Vous savez, ce chanteur très connu, et très impliqué dans le communautaire qui dirige Culture X et qui s'est exprimé sur Facebook en s'adressant justement à Mme Black en disant, lui aussi, il dit que c'est un pas important et il aimerait que ça aille un peu plus loin, mais il dit qu'en tant que père de famille, il ressentait beaucoup cet espoir-là dont parlait l'arrondissement de Montréal-Nord depuis quelque temps lors de sa participation à cette cérémonie qui a eu lieu le 21 septembre dernier. Il faut vous souligner qu'on n'a pas pu parler à Mme Black, Christine Black. On a fait une demande d'entrevue. On n'a pas eu de réponse pour des réactions par rapport à ça. On n'a pas eu de réponse. Et justement, est-ce que François est là? Allô, François? Bon, François n'est pas là. Allô, François? Bon, on n'a pas François. On ne sait pas pourquoi, mais on va vous revenir avec François tantôt. François Jean-Denis pour sa chronique sur l'immigration. Bonjour François. Bonjour Jean-Numa et bonjour à tout le monde. Ça va bien? Oui. À part un petit souci avec toi, on n'a pas réussi à te joindre à temps. Ouais, ça n'a pas sonné. Ah ben, ton téléphone, il faut penser à le changer peut-être. Hein? Tu as assez d'argent pour ça, François. Voyons. Avec une Dexto. Génial, c'est ça. Voilà. Bon. Oui. Alors. Oui, pour les nouvelles,
par exemple, on va continuer. Il y a plusieurs nouvelles aujourd'hui qu'on veut partager avec les gens. D'abord, on revient à la question des garderies subventionnées. Ouais. Parce que là, on en a parlé hier encore dans la presse. Et les demandeurs d'asile se disent victimes de discrimination. Mm-hmm. Alors là, maintenant, on parle de ça. On dit que... Apparemment, le Parti libéral ne veut pas avancer avec ça. Bon, alors on dit que, tu parlais tantôt de Montréal-Nord. Ouais. Il y a une dame qui s'appelle, qui a une garderie. Elle dit que elle ne peut pas recevoir, c'est Monia Lévesque. Elle est forcée de refuser l'admission d'enfants dont les parents ne sont pas admissibles à un remboursement. Mm-hmm. Sa garderie qui s'appelle Jardin Fleuri. On voit que sur 41 enfants inscrits dans cette galerie, il y a 10 d'entre eux seulement qui ont des parents des demandeurs d'asile. Les autres n'ont pas droit. Depuis le mois d'avril, avec les règlements, elle est obligée de refuser ces demandes de garderie parce que les parents sont des demandeurs d'asile. Alors, mais apparemment, il y a... Ça, je ne comprends pas. Il y a un groupe, par exemple, si l'enfant de parents demandeurs d'asile est né ici, au Québec, apparemment, cet enfant-là n'a pas droit, n'a pas accès au CPE. Mais au tout début, pour les enfants qui sont nés ailleurs, aux États-Unis ou en Haïti, qui accompagnaient leurs parents et qui ont été acceptés au tout début de l'arrivée des demandeurs d'asile, ces enfants-là, on les accueillait comme ça et puis on les laisse là. Mais si vous êtes demandeur d'asile et que vous avez eu un enfant entre-temps ici au Canada, votre enfant né au pays n'a pas accès au CPE. C'est ce que m'avait expliqué Ruth Pierre-Paul de la concertation haïtienne pour les migrants. Ça, je ne peux pas vous dire quelque chose parce que je ne connais pas assez ce domaine-là, mais les gens crient à l'injustice, à la discrimination, parce qu'ils veulent aller travailler, comme on avait dit hier, mais ils ne peuvent pas faire garder les enfants, et c'est un problème est vraiment, vraiment grave. Ouais, ça c'est grave, ça. Autre nouvelle, ça c'est une bonne nouvelle, on apprend que du côté des Haïtiens aux États-Unis, il y a beaucoup qui ont pu changer de statut. Comment ça? C'est pour ceux qui sont concernés par le TPS. OK. L'ambassadeur d'Haïti à Washington, M. Paul Altidor, a dit que la population des Haïtiens bénéficiaires de TPS est passée de 59 000 à 25 500. Comment ça? On est en train de les régulariser en douce, sans tambour ni trompette ou quoi? Ils ont fait d'autres démarches. Il y en a qui ont pu, par exemple, être parrainés. Okay. Et là, maintenant, il y a plus de la moitié qui ont eu la résidence entre-temps. Il y en a qui se sont mariés aussi, hein, qui se sont trouvés une bonne femme. Le parrainage. Ouais. Oui, ça veut dire que si les chiffres se confirment, c'est une très bonne nouvelle. Alors, parce que là, on est passé de 59 000 à 25 500. Est-ce que c'est plus que la moitié là, qui ont été régularisés? Oui. Si c'est vrai, c'est une très bonne nouvelle parce que des fois, M. Paul Altidor s'est fait avoir. Ah bon? Des chiffres. Mais oui, des fois, il dit des choses. Un ambassadeur peut mentir comme ça ou peut se tromper comme ça. Vous vous rappelez, pendant la période où on parlait de ça, d'un moment à l'autre, on dit on va faire une demande au niveau du gouvernement et que le gouvernement américain allait prendre une décision favorable. Et par la suite, on a vu Donald Trump qui décidait autrement. Et vous vous rappelez, il y avait toute une situation à l'époque. Bon, là maintenant, on ne sait pas pourquoi. C'est lui qui est revenu avec le sujet. On est à peu près à moins d'1 an de l'échéance. Pourquoi il est revenu avec le sujet? Est-ce que c'est une façon pour lui de décider les gens à régulariser la situation? Bon, en tout cas, ça reste à voir. OK? Bon. Ensuite, comme autre nouvelle, on a encore des cas de fraude, des personnes qui sont victimes d'appels téléphoniques frauduleux.
Alors, encore là, c'est dans la région de l'Ontario, on a des cas, on dit que Jean Numa, 25 personnes qui ont reçu des appels ont perdu 88 000 dollars. 88 000 dollars que les fraudeurs ont pu soutirer de ces 88 330 de 25 résidents d'Ottawa. Ah bon? Oui. Ils appellent et puis ils appellent les étudiants étrangers, ils appellent les demandeurs d'asile, ils appellent les personnes qui viennent d'arriver également pour leur dire que si vous ne payez pas l'impôt, si vous ne payez pas l'immigration, si vous ne payez pas... plus de 88 000 dollars. 88 330 dollars qui ont été pris de 25 personnes. Moi, je connais quelqu'un qui a perdu 6 400 dollars. Dans le cadre de... Un demandeur d'asile. Oh là là. 6 400 dollars et par carte de crédit. Ce qu'on a fait avec lui, mais lui, il était très naïf parce que c'est pas possible. On lui a dit s'il ne paye pas, par exemple, ce montant-là, on va le renvoyer. Et là, ce qu'il a fait, on est allé avec lui sur un site, on lui a dit d'aller sur le site. Les gens ont payé des choses en ligne. Imaginez, on prétend que c'est le gouvernement qui appelle. Les gens ont acheté des choses en ligne avec sa carte de crédit. On lui a fait remplir le tout. On lui a donné une adresse courriel pour recevoir la confirmation. Quoi? Pour 6 400 dollars. Alors, il a appelé la police qui lui a dit, non mais écoutez, vous ne pouvez pas faire affaire au gouvernement. Comme ça, et puis vous, il n'y a rien. Pendant 2 heures de temps, on l'a convaincu qu'on allait le déporter s'il ne payait pas ça. Ouais. Alors, ça veut dire que là, maintenant, de plus en plus, les gens disent qu'ils ont peur parce que les appels, parce qu'on leur donne des informations assez précises. Mais ce que les gens ne comprennent pas et qu'il faut qu'ils sachent, le gouvernement communique rarement par téléphone avec des gens. On peut communiquer au téléphone. Oui, je dis rarement. On ne demande, on communique, mais on ne demande jamais de l'argent au téléphone. Jamais, oui. Jamais. Ça veut dire que si vous avez quelque chose à payer, on vous dit d'aller sur le site du ministère de l'Immigration. Mais jamais, au grand jamais. Oui, mais au téléphone, c'est si vous appelez vous-même. Vous allez avoir un téléphoniste qui va vous informer. Ça peut arriver qu'un agent veut vérifier une information avec quelqu'un. À ce moment-là, ça peut arriver. Et la personne va vous demander de vous présenter, tout ça. Ça peut arriver, mais jamais on ne vous demandera de l'argent. Et pour la commission de l'immigration, c'est encore pire. La commission de l'immigration ne traite pas de question d'argent. La commission de l'immigration ne va jamais demander de l'argent. Et communique jamais par téléphone non plus, la commission? Un agent peut appeler, par exemple, pour demander une information. Ça peut arriver. Okay. Mais généralement, on va utiliser les services de son représentant pour vous parler. Mais ça peut arriver. Okay? Par exemple, si une lettre est retournée, un agent peut appeler le demandeur d'asile pour lui dire est-ce que son adresse est correcte et ça. Okay. Mais ça, c'est juste pour des questions banales, pour des questions administratives, mais jamais on ne demandera de l'argent à quelqu'un au téléphone. L'Agence du revenu du Canada, c'est la même chose. Si vous n'avez pas payé vos impôts, jamais on ne vous demandera de payer par carte de crédit, de payer tout ça. Et quelqu'un peut vous appeler et vous dire de faire le paiement. Même là encore pour l'Agence du revenu du Canada, et c'est pas évident. Alors, quand quelqu'un vous dit de payer, dites-lui de venir chez vous chercher l'argent, parce que vous n'allez pas donner. C'est ça que vous devez lui dire. Et puis, immédiatement, vous appelez le poste de police le plus proche pour vous protéger. Parce que là, ça commence à devenir phénoménal. Parce que 25 personnes se font, je dirais, 88 350 dollars. Ça, c'est beaucoup. Ça commence à être inquiétant. OK?
Ensuite, vous vous rappelez, on avait donné cette nouvelle qu'au niveau de l'immigration, depuis le 31 juillet, il y a beaucoup de pays, beaucoup de ressortissants des pays qui devraient fournir les données biométriques. OK? Alors, il se pose un problème ici au Canada parce que on demande des données biométriques à des gens qui sont ici au Canada et il n'y a aucun centre au Canada pour avoir ces données biométriques. Les gens doivent se rendre aux États-Unis. Ah bon? Oui, ça veut dire que là, maintenant, il faut passer par les États-Unis pour donner les données biométriques. Alors, moi, je pense que ça, c'est un mauvais coup du Canada. C'est de l'amateurisme, je pourrais dire. Parce que comment vous demandez, par exemple, si quelqu'un fait une demande de parrainage, il est ici, si on lui demande des données biométriques, et là, maintenant, il ne peut pas faire ça ici. Alors, on va lui dire d'aller aux États-Unis et on a relevé dans l'article que l'endroit le plus proche, c'est au Dakota du Nord, ça s'appelle Fargo. C'est le centre le plus proche pour faire les données biométriques. Alors là, on dit qu'on travaille là-dessus pour corriger cette situation-là parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un d'aller ailleurs pour les données biométriques alors qu'il est déjà au Canada. Alors, on apprend que les personnes qui sont dispensées des données biométriques sont les citoyens canadiens, les candidats à la citoyenneté, les résidents permanents actuels, les ressortissants étrangers qui sont exemptés de l'obligation de visa qui viennent au Canada à titre de touristes et qui ont l'autorisation de voyage électronique avec eux. Les enfants de moins de 14 ans n'ont pas passé et n'ont pas fourni les données biométriques. Les demandeurs de plus de 79 ans, si vos parents ont 79 ans et plus, ils n'ont pas fourni de données biométriques. Les personnes qui sont venues des États-Unis en transit au Canada non plus. Et les demandeurs d'asile les plus protégés, ok, parce que là, ils ne peuvent pas voyager. Et les personnes qui ont déjà fourni leur renseignement biométrique à l'étranger, comme les étudiants étrangers, les travailleurs étrangers, ces gens-là n'ont pas à refaire les données biométriques. Alors, ça, c'est la situation. Et puis, on se dit, là, vraiment, le Canada doit corriger le tir immédiatement. Voilà. C'était la dernière information pour nous, François? Si vous n'avez pas d'autres questions. Non. On n'a pas de questions. Et merci, François. François Jean-Denis, je rappelle, qui dirige la firme Vision Max Service, spécialisée en immigration depuis une quinzaine d'années. Vous pouvez voir les coordonnées de François à l'écran sur Facebook, sur notre site internet également, intexto.ca, et les adresses, les coordonnées, les téléphones si vous avez des questions pour François. Merci et bonne journée, François. Bonne journée à tout le monde. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 2011 Sherbrooke-Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles au camion, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas.
Ou à le faire affaire avec une compagnie de graines gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18, 22 09 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ, la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement 4,25$. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté, à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Nous sortis dans un parlementaire qui a tout détruit, qui côté pays a été en bas des comptes, tout bas est écrasé. Je dis là, c'est que ce n'est pas le cas, ce n'est pas la situation. Soit dans le champ de masse, je dis, ou après que le champ de masse qui était en battante, je dis là, tout ça qui fait, c'est avec Petro-Caribé le fait. L'on a monté sur la rue, et qui fait route la rue, et comme Petro-Caribé qui fait, l'on a monté la boule. Pétionville, Delma 83, Delma 75, et Canapé Vert, Woodfray, Gonaïve, et tout. Donc, il y a deux points qu'on dénoncé, M. Lamotte. Il a dénoncé le fait qu'il y a des projets qui étaient surfacturés. Il a dénoncé tout qu'il y a l'argent qui est détourné. Donc, ça, moi même pas oublié que n'a parlé de une période de 10 ans. Moi-même, j'ai parlé de période moyenne. Moi, j'étais là pendant 2 ans et demi. Donc, dans la période ça, projet qui fait là, il y a tout là. Vous avez identifié la voix de l'ancien Premier ministre haïtien sous Michel Martelly pendant 2 ans et demi. Il l'a précisé, Laurent Lamotte. C'est la première fois qu'il évoque la question Petro-Caribé. C'est
Voyons, on fait le décompte. Après Jean-Max Bellerive, Vénex Jean-Charles, Evans Paul, c'est le 4e ancien Premier ministre sur 5 concerné par cette question, dont les noms sont cités dans cette affaire-là, qui s'exprime sur le sujet. À noter qu'il n'a pas parlé de 25 stades. Il a un petit peu résumé son bilan des réalisations, à savoir Champ de Mars qu'il a relocalisé après le tremblement de terre, des routes qu'il a fait construire un peu partout dans Port-au-Prince, à Delma, Pétionville, un peu partout, sans évoquer les 25 stades qu'il aurait construits dans le cadre des fonds de Petro-Caribé. Et Laurent Lamotte se retrouve à New York actuellement en marge du sommet de l'ONU qui a lieu cette semaine et il participait à une conférence donnée par justement Jovenel Moïse et il écoutait la conférence du chef de l'État à New York et c'est à ce moment-là que Wendell Théodore de Radio Métropole l'a accroché pour lui poser la question finalement et Laurent Lamotte qui a défendu son bilan du bec et des ongles par rapport à Petro-Caribé. Et tout, nous faisons plus de 43 conseils de gouvernement pour que chaque mercredi, nous avons un conseil de gouvernement qui t'a justement montré progrès, évolution, tout projet qui t'a fait dans le pays. Donc, ça, c'est un mouvement citoyen clair, mais il y a un peu de manipulation tout cas fait dans le mouvement ça, et qu'il faut que nous fassions attention à ça. Parce que là, par exemple, on a parlé de dette que Haïti a envers Venezuela, les politiciens ont tendance, qu'il y a remonté, à parler d'une dette de 3,8 milliards de dollars qui n'a pas existé. Alors que cette dette-là, sont dette de 1,8 milliard. Donc, il a ajouté 2 milliards de dollars pour faire sensation. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, il y a une campagne, en deux campagnes, ça, parce que il y a un côté qui est légitime, qui a besoin, une large partie de la population, qui clairement et normalement besoin qu'on ait. Ça, qui s'accepte, mais nous connaissons que. Voilà, Laurent Lamotte qui qualifie, vous l'avez compris, de salissage politique cette affaire de Petro-Caribé et le fait qu'il y a certains politiciens ou certains groupes qui essayent de gonfler les chiffres. Il a répété de ce côté-là, Jovenel Moïse, qui avait dit sur les ondes de Radio Métropole à l'émission Le Point que non, il ne s'agit pas de 3,8 milliards de dollars. On a gonflé ça un peu trop. Et la vérité, c'est que c'est moins de 2 milliards. Ce que Laurent Lamotte vient de répéter, il dit il faut faire attention à ne pas salir les gens comme ça. Il faut savoir de quoi on parle. Il y a une campagne de salissage de la part d'un certain groupe politique ou de certains groupes organisés, groupes de pression, dans le cadre de l'affaire Petro-Caribé. Mais Laurent Lamotte a dit clairement aussi qu'il est pour une enquête judiciaire sérieuse sur la question et qu'il serait prêt à participer, à répondre par devant la justice dans le cadre d'une enquête sur les fonds Petro-Caribé. On a parlé de l'enquête de Petro-Caribé. Moi-même, c'est une monde qui supporte cette question. Ça. Parce que, j'aime dire, moi, j'étais là pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, ça, on croit que le gouvernement, qui est donateur, le gouvernement vénézuélien, a été en position officiellement. Et lui-même, il dit qu'il est satisfait de gestion Petro-Caribé de 2012 à 2014. Oui, mais même sous le dossier, ça, tout le monde qui dit qu'il faut que tu aies l'enquête tout sous des. Le cas fait ça, vous voulez. Ça veut dire que tout le monde qui est là a dit ça, vous voulez. Mais l'essentiel, c'est que le pays est dans une situation qui était en bas des comptes, son un programme qui dure pendant 10 ans, qui passait 4 présidents, qui passait 9 premiers ministres, qui passait plus que 50 ministres, qui passait plus que 20 directeurs généraux. Donc, moi-même, je ne vais pas parler pour tout le monde. Je vais parler de l'UNT là et ça que nous faisons avec les fonds qui étaient disponibles et qu'on l'autre pas encore. Là, on a parlé de fonds Petro-Caribé. Il faut comprendre un point simple. Fonds Petro-Caribé, c'est des fonds qui sont budgétisés. C'est un fonds qui est hors budget. Tout le fonds est budgétisé. Projet est budgétisé. Il est représenté devant le Parlement. Le Parlement lui-même, il vote des budgets chaque année. Et ceci pendant toute l'année, toute dernière année. Donc. Voilà, Laurent Lamotte qui s'exprimait à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU autour de l'environnement, évidemment.
et il participe à cette assemblée et il répondait aux questions de l'envoyé spécial de Radio Métropole à New York, Wendell Theodore. Parlons d'un autre fonds dont on n'a pas de compte-rendu là-dessus, c'est nos 1,50 $, nous qui sommes de la diaspora. 1,50 $. Vous vous souvenez, depuis 2011, l'arrivée de Michel Martelly, il a imposé un frais de 1,50 $ comme ça sur chaque transfert qu'on envoie en Haïti. Vous envoyez 100 $ à votre famille en Haïti, mais votre famille va recevoir 98,50 $. Il y a 1,50 $ qui va aller à l'État haïtien. Et c'est qui collectait ces fonds-là? C'est la BRH, la Banque de la République d'Haïti, qui collectait ces fonds-là. Et depuis 2011, la BRH a amassé 120 millions de dollars américains. 120 millions de dollars américains seulement, provenant seulement des transferts de la diaspora à partir des frais de 1,50 $ qu'on paye à chaque fois qu'on fait un transfert. Ça, c'est les transferts formels. Sans compter les transferts informels qu'on fait. À chaque fois qu'on a un ami, une connaissance qui s'en va en Haïti, on passe une enveloppe. Est-ce que tu peux donner ça à un tel ou à un tel? Ça, on ne compte pas ça. Il y a plus d'argent que ça qui rentre en Haïti. Et justement, la BRH vient de publier son rapport, finalement, sur cette question-là, qui dit 120 millions ont été amassés de dollars américains, là. Et de ces 120 millions, il y a 117 millions qui ont été versés au Trésor public. 117 millions. Donc, il resterait dans les coffres de la BRH un peu plus de 2 millions de dollars. Mais les 117 millions, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Et Michel Martelly avait expliqué en 2011 que c'était un fonds destiné à l'éducation gratis des enfants. Et hier, le président de la commission éducation de la Chambre des députés, le député Denis Cadeau, dit qu'il a reçu le rapport de la BRH, mais qu'il ne comprend pas et qu'il n'a aucune preuve que cet argent-là ait été servi pour envoyer des enfants à l'école. Écoutons ce député. Ou après marqué diaspora à chaque fois dit que la bail comme il pas comme ça comme fait. En pile l'autre monde qui en pile suspicion sous fond ça, il va falloir que gon éclaircissement qui fait qui pour dire qui ça font ça fait exactement. Moi-même, rapport à moi, je pensais que le manquait de détails pour permettre que la population connaisse effectivement leurs fonds collectés annuellement, à qui ça l'affecte. Est-ce que c'est payer enseignant? Est-ce que c'est construire l'école, puisque fonds destinés à secteur éducation? On a bien pour nous écrire président Sénat, d'autant que grand pile collègue dans la commission qui souhaitait que rencontre ça fait, particulièrement un collègue tant que sénateur Dumont, lui-même lui écrit spécialement pour nous demander moi, pour nous faire une invitation comme ça, pour nous capables de garder avec l'exécutif là comment font gérer. Voilà, le député Denis Cadeau, président de la commission éducation de la Chambre des députés. Donc, il va falloir, en plus de Petro-Caribé, rendre des comptes sur comment cet argent a été géré. 117 millions versés au Trésor public par la BRH dans le cadre justement des transferts, des frais sur les transferts, frais de 1,50 $ de la diaspora, plus les 5 cents sur les appels de la diaspora vers Haïti, les appels téléphoniques. C'est vraiment des mannes, ces affaires-là, mais à quoi ça sert? C'est toujours compliqué de rendre des comptes par rapport à la gestion de l'argent des autres. Autre information, vous savez, il y a le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince qui vient d'être nommé, Maître Ockman Klamé-Daméus, qui vient d'être nommé à la tête de l'inspection judiciaire. L'inspection judiciaire, c'est quoi? C'est la section au niveau du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire qui s'occupe de punir un juge advenant un écart quelconque. C'est comme un peu l'inspection générale au niveau de la police pour les policiers. L'inspection judiciaire, ça fait ça un peu. Et c'est qui qu'on a nommé comme inspecteur judiciaire? C'est le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, toujours nommé par le chef de l'État. Donc, et il y a Antonal Mortimé qui, d'un
d'un groupe de défense des droits humains qui s'appelle Défenseurs Plus, qui dit mais non, c'est pas normal que ça soit le commissaire du gouvernement qui soit nommé à la tête de cette inspection. L'en connaît importance tout direction inspection judiciaire gain l'en garder article 20 loi qui crée CSPJ Défenseur Plus trouvé inacceptable, inconcevable pour confier poste ça by un représentant exécutif là. En plus, par une pièce côté dans la loi qui crée CSPJ, il dit un conseiller capable d'exercer le rôle coordonnateur de l'inspection judiciaire en même temps. Nous quelques détails, dans qui sens un choix comme ça capable de nuire à l'indépendance du pouvoir judiciaire là. Au regard de l'article 20 de la loi créant le Conseil supérieur pouvoir judiciaire, gagnant des organes. Alors l'article 18, 19 et 20, il y a des organes qui sont plus importants dans le Conseil supérieur pouvoir judiciaire là. C'est direction administrative et du budget et direction de l'inspection judiciaire. Direction budget règle toutes questions administratives et toutes questions préparer budget, distribuer budget pour tribunal. Alors que direction de l'inspection judiciaire, c'est à travers lui-même CSPJ exercer les pouvoirs de contrôle et de discipline sur toute la magistrature. Ça veut dire sur tout juge depuis le tribunal de paix arrivé jusqu'à plus haut niveau dans degré tribunal. C'est une justice de proximité, une justice qui est impartiale. Qui ça qui vous fait dans cas ça? D'abord, la décision Voilà, Antonal Mortimé de Défenseur Plus. Un autre sujet, il y avait une controverse autour de la nomination de 3 ministres sans portefeuille au sein du gouvernement Moïse Séan. Et il y avait des parlementaires comme Yuri Latortue qui disaient non, c'est illégal et puis ces ministres-là n'auront pas d'entrée au Parlement. Et là, il y a Mirland Maniga, qui est une spécialiste en droit constitutionnel et toutes les questions politiques de comment ça fonctionne. Elle enseigne ça. Et puis, elle dit, il n'y a rien d'illégal là-dedans. Le seul problème, c'est que le gouvernement et tout le monde parlent de la nécessité de réduire le train de vie de l'État. La nomination de ces 3 nouveaux ministres vient pas aider dans ce sens-là. De ce côté-là, elle y voit un problème majeur. Écoutons Mirland Maniga. Parce que moi-même, en tant que citoyenne, pas dit me souhaiter que l'échouer. Parce que si vous souhaitez qu'on monde échouer, c'est le pays qui va le souffrir. Et droit gagner pays, droit gagner considération pour la population pays, pour me souhaiter un gouvernement échouer. Mais cependant, moi que le mal parti, et surtout que le fait des bagailles, que je suis capable d'accord avec lui. Tant que nomination brusquement de 3 nouveaux ministres délégués. C'est-à-dire, il faut être juste, il faut être honnête. Nous connaissons que la Constitution, c'est domaine pas. Après, rien dans la Constitution qui permet lui, après rien qui interdit non plus. Mais cependant, ça c'est l'aspect légal, ou un aspect politique qui est considéré dans le là. Étant donné qu'elle te dit que le bras diminuer le train de vie de l'État, c'est pas diminuer le train de vie de l'État, leur nommer complètement. Ce sont des ministères qui n'existaient pas. Donc les institutions qu'on a créées, ça veut dire financement. C'est pas ça pour l'appauvrir pays à davantage, mais c'est symbolique. Au lieu qu'on diminue, c'est augmenter pour augmenter. Donc c'est mal vu. Voilà. Mirland Maniga. Abordons un autre sujet, dernier à cette édition, à ce chapitre sur Haïti, c'est la question du budget d'Haïti en comparaison à celui de la République dominicaine. 18 milliards de dollars. Écoutez ça, 18 milliards de dollars le budget de la République dominicaine. C'est même pas la moitié pour Haïti. Même pas le quart. Haïti, c'est 2 milliards. Alors, on est toujours dans une logique de petite gestion, de politique aérienne, et par rapport à une population comme ça, de plus de 10 millions d'habitants, 2 milliards de dollars américains comme budget national. Et wow, on va où avec ça? Il y a des économistes comme Nedzer Emile qui ont commenté la chose. Écoutez ce reportage de Marie-André Bélange. Expliquer
d'ailleurs pas niveau taille économie. L'économie dominicaine, c'est presque 10 fois plus l'économie haïtienne. Donc, il y a presque dans les 80 milliards de dollars américains de PIB, et on est à peu près à 8,6 milliards. Donc, c'est presque 10 fois plus de quantité de richesse qu'a pour d'une économie, en quantité de commerce qu'a fait. Touristes de pays, c'est des pays qui prennent deux routes différentes depuis longtemps par rapport avec l'action. Nous pas créer richesse, et l'État lui-même finance peut-être par rapport avec activité qui est dans ce secteur, plus que nous créons moins de richesse. C'est plus que n'a toujours une forme de budget, ça. Le budget du ministère de l'Éducation de la République dominicaine, à lui seul, est supérieur au budget national d'Haïti, s'alarme Edzer Émile. Le chroniqueur économique de Vision 2000 plaide pour une meilleure gestion de ressources du pays afin de rattraper quelque peu nos voisins dominicains. 2,2 milliards que nous avons gagné, qui peut être capable légèrement plus haut, année ça, il n'y a pas toujours des montants qui effectivement reviennent vraiment jusqu'à ce que l'année a fini. Je dis à budget Haïti inférieur à budget seulement ministère de l'Éducation nationale dans le budget dominicain pour montrer dans quel niveau d'écart que y a par rapport avec. Donc, il y a nécessité pour que nous dégagions plus de ressources, il y a nécessité pour que nous agencions allouer au mieux pour que nous profitions au maximum à la majorité du monde dans le pays d'Haïti. Face à ce constat, l'économiste Anderson Thibault croit que la redynamisation de l'économie nationale passe par une réorganisation des secteurs industriels et touristiques. Pas une économie qui fonctionne sans ça industrialisation. Pas une économie qui fonctionne sans secteur industriel qui faut. Alors que nous sommes capables de constater en Haïti, nous avons un secteur industriel qui est en perte de vitesse, parce qu'il a plané, parce qu'il a stagné. En plus, nous avons tout ici dans tout, qui est dans service que nous sommes capables de reposer sous lui. Christin Automobile, spécialiste de Chevrolet Buick GMC depuis 60 ans, situé à Pointe-aux-Trembles, au 12011 Sherbrooke Est, vous offre 0% d'intérêt sur les modèles de 2018 jusqu'au 31 août. De petits modèles de camions, neuves d'occasion de toutes les autres marques. Appelez Event Suivant directement au 438-501-6889 ou au bureau 514-640-1050. Avec Event Suivant chez Christin Automobile, c'est satisfaction garantie. Appelez-le 514-640-1050 pour bénéficier de 0% d'intérêt sur tous les modèles de 2018. Certaines conditions s'appliquent. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la Maison du Matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. 3 adresses pour vous servir. 5600 Henri Bourassa Est, local 34, téléphone 514-315-4648. Au 6425 Boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514-321-5398 et au 2940 rue Remembérance à La Chine, téléphone 514-658-93. Votre confort est à la Maison du Matelas. Ou al faire affaire avec une compagnie de green gauche tête bobèche pour régler dossier immigration au Canada pour te faire économie bout de chandelle ou à venir plein on prend refus parce que dossier mal préparé, formulaire t'es mal rempli ou même qui te voulait ça me t'es parlé. Tu vois, pour le même genre de dossier, Ti George WhatsApp, Fanny, Madame Joe Facebook et moi-même avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié. Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnels qui étudie, traite, suivent votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. 273 Lalu, coin Ruelle Vaillant, Port-au-Prince, téléphone 48 20 78 18 2209 76 82. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de Beauté. Aux 4 coins du monde, les produits Essence de Beauté vous rendront inévitablement splendide. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de Beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de Beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté, 72 34 rue Saint-Hubert, au coin de Jean Talon à Montréal, ou encore composez le 514 273 56 66, New York, au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. S'il vous plaît, prenez note. Pour Longueuil et environ,
La Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants. Buanderie Magie au 5486 rue Orchard, coin Grande Allée, et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy, coin Notre-Dame. Unitransfert chaque jour, plus proche de vous. Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti. Info 514 852 86 48. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction, rabais à gogo, prix PI. Cosmética multi-ethnique à baisse ses prix et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté cite aussi de nouvelles promotions comme les tresses expression liquidées à seulement $4,25. Cosmética multi-ethnique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmética multi-ethnique vous rembourse le double la différence. Cosmética multi-ethnique 4290 et Bélanger à l'est du boulevard P9. Téléphone à 514 89 5429. J'adore Cosmétique multi-ethnique. La beauté à petit prix, ça marche. La direction générale de Radio Centre-Ville et du Centre interculturel L'Auditoire est fière d'annoncer au public en général et aux auditeurs en particulier que dorénavant, le dernier samedi du mois de mars est retenu pour le gala annuel du 102.3 FM. Oui, la vraie soirée de la diversité culturelle à Montréal va enfin avoir lieu. Lusophone, hellénique, hispanophone, anglophone, francophone, arabophone et créolophone se donnent rendez-vous sous un même toit dans une ambiance féerique afin de donner vie à 5 FM, la vraie radio de la diversité au Québec. La fête va être belle. Voilà, c'est juste le temps de vous dire un grand merci d'avoir suivi ce magazine apporté par intexto.ca. On est le mercredi. Merci à tous ceux qui partagent, diffusent ce magazine sur Facebook, Média Mosaïque, Réseau Nord-Ouest, Montréal Pluriel, tous ceux qui partagent les pages, qui partagent cette émission, DJ Slim, et tous ceux qui sont sur Facebook, sur notre site internet aussi, et qui seront sur WhatsApp à partager les informations apportées par Intexto sur la communauté haïtienne d'ici et la communauté culturelle. Toutes les informations sur l'immigration, entre autres. 7h57. Ici Jean-Luc Magoudou. Passez une très bonne journée.